Le téléphone a sonné à 5 heures du matin. Je me suis réveillée instantanément, comme cela n'arrive que lorsque quelque chose ne va pas. Au cours de mes 43 années en tant qu'infirmière, j'avais appris à me réveiller à la première sonnerie et à être pleinement consciente de ce qui se passait en quelques secondes. Même après avoir pris ma retraite il y a 6 ans, j'avais conservé cette capacité. Madame Lambert. La voix au bout du fil était professionnellement contenue, mais avec des notes de sympathie que je ne connaissais que trop bien. Ici le docteur Perrin, du CHU de Nantes. J'ai serré le téléphone. Christophe était parti à la pêche avec ses amis la veille au soir. Ils allaient passer toute la nuit au bord du lac. Qu'est-il arrivé à mon mari? Ai-je demandé, surprise de mon propre calme. Je suis vraiment désolée, Madame Lambert. Votre mari nous a été amené vers 3 heures du matin suite à une grave crise cardiaque. Nous avons fait tout ce que nous pouvions, mais... J'ai fermé les yeux. Je savais ce qui allait suivre. Combien de fois avais-je prononcé ces mots aux proches des patients? Nous n'avons pas pu le sauver, a terminé le médecin après une pause. Mes condoléances. Je l'ai remercié, j'ai posé quelques questions sur le moment où je pourrais récupérer le corps, et j'ai raccroché. Assise sur le bord du lit, j'ai regardé la moitié vide du lit. Christophe n'aimait pas se lever tôt le week-end. Je me réveillais généralement la première, je préparais le petit déjeuner, et seule l'odeur du café fraîchement moulu pouvait le tirer de sous les couvertures. Maintenant, ce lit resterait à moitié vide pour toujours. Je me suis levée, j'ai machinalement enfilé ma robe de chambre et je suis allée à la cuisine. J'ai versé de l'eau dans la bouilloire et je l'ai mise sur le feu. La routine matinale familière m'aidait à garder un semblant de réalité. Tant que mes mains étaient occupées, je n'avais pas à penser à ce qui s'était passé. Christophe se plaignait de douleurs thoraciques depuis quelques mois. J'avais insisté pour qu'il passe un examen complet, mais il n'arrêtait pas de repousser, disant que c'était juste une indigestion due à la nourriture épicée. Ce n'est pas une indigestion, Chris, lui avais-je dit. Mais il avait simplement balayé mes inquiétudes d'un revers de main. J'ai 69 ans, pas 90, Muriel. Ne m'enterre pas avant l'heure. Maintenant, ces mots sonnaient amèrement ironiques. La bouilloire a sifflé. Je l'ai retiré du feu et je me suis préparé une tasse de thé bien fort. Je ne pleurais pas. Au fil des années de travail en soins intensifs, j'avais appris à gérer le deuil, à le remettre à plus tard. Pour l'instant, je devais me concentrer sur les questions pratiques. Appeler les enfants, contacter les pompes funèbres, trouver les papiers d'assurance de Christophe. J'ai pris une gorgée de thé et j'ai regardé l'horloge. 6 heures du matin. Iris était probablement déjà réveillée. Elle se levait toujours tôt, même le week-end, pour corriger les devoirs de ses élèves. Mais Guillaume dormait probablement encore. Mon fils n'avait jamais été un lève-tôt, mais cela ne pouvait pas attendre. Son père était mort, et il devait le savoir tout de suite. J'ai d'abord composé le numéro de ma fille. Maman, a répondu Iris presque immédiatement. Quelque chose ne va pas. Ton père est mort cette nuit, ai-je dit. Directement. Sans préambule. Crise cardiaque. Il était à la pêche avec Gauthier et Fred. Ils l'ont emmené à l'hôpital, mais c'était trop tard. Il y eut un silence, puis un sanglot étouffé. Oh mon Dieu, maman. Est-ce que ça va? La voix d'Iris tremblait. Je gère, ai-je répondu. Il y a beaucoup de choses à organiser. Peux-tu venir aujourd'hui? Bien sûr, nous partons dans 1 heure. Théo et Manon viennent avec moi. Damien sera au travail jusqu'au soir, mais il viendra aussi. Maman, je suis tellement désolée. Je sais, ma chérie. Je vais appeler Guillaume. Tu veux que je l'appelle? Non, je dois le faire. J'ai mis fin à l'appel, j'ai pris une autre gorgée de thé et j'ai composé le numéro de mon fils. Le téléphone a sonné longtemps. Au moment où j'allais raccrocher, la voix endormie de Guillaume a répondu. Allô? Guillaume, c'est maman. Maman. Sa voix semblait inquiète. Il est 6h20 du matin. Qu'est-ce qui s'est passé? Ton père est mort la nuit dernière. Une crise cardiaque. Il y eut une longue pause. Quoi? A finalement dit Guillaume. Comment c'est arrivé? J'ai répété ce que j'avais dit à Iris. Guillaume a écouté en silence. L'enterrement aura lieu lundi, ai-je dit. Tu dois venir dès que tu peux. Iris est déjà en route. Une autre pause. Puis Guillaume s'est éclairci la gorge. Maman, C'est terrible, bien sûr,
Mais c'est l'anniversaire de Sandrine lundi. Nous préparons cette fête depuis des mois. Je ne peux pas tout annuler. Je suis restée figée, la tasse à la main. Qu'est-ce que tu as dit? Écoute, je sais que ça semble horrible, mais nous avons réservé un restaurant, invité 50 personnes. Sa voix est devenue suppliante. Peut-être qu'on pourrait déplacer l'enterrement à mardi. La tasse tremblait dans ma main, et je l'ai lentement posée sur la table pour ne pas renverser le thé. Tu veux que je déplace l'enterrement de ton père à cause de l'anniversaire de Sandrine? Maman, tu dois comprendre, c'est important pour elle. Pour nous deux. Je ne peux tout simplement pas tout annuler à la dernière minute. Nous avons mis tellement d'argent et de temps là-dedans. Ton père est mort, Guillaume. Ma voix était glaciale. Ton père, qui t'a élevé, qui a payé tes études à l'université, qui t'a aidé avec l'apport pour ta maison. Il est mort, et tu me dis que tu ne peux pas venir à son enterrement à cause d'une fête? Ce n'est pas juste une fête, maman. La voix de Guillaume était teintée d'irritation. C'est l'anniversaire de ma femme. C'est important pour moi. J'ai fermé les yeux. Je me suis souvenu de Guillaume nouveau-né dans mes bras il y a 36 ans. Je me suis souvenu de Christophe pleurant de bonheur en regardant son fils. Je me suis souvenu de mon mari et moi passant des nuits blanches au chevet de notre bébé malade. Je me suis souvenu de Christophe faisant des heures supplémentaires au garage pour payer les études de nos enfants. Comment il a appris à Guillaume à faire du vélo, à pêcher et à réparer des voitures. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de ma femme, a répété Guillaume avec insistance. Je t'ai entendu la première fois, ai-je dit doucement. Transmets mes meilleurs vœux à Sandrine. J'ai raccroché sans attendre de réponse. Mes mains tremblaient, mais pas de chagrin, de colère. Notre relation avec Guillaume avait toujours été compliquée. Adolescent, il a commencé à prendre ses distances et à se rebeller contre notre autorité parentale. Christophe disait souvent, « Laisse-le faire ses bêtises, Muriel. Tous les garçons passent par là. » Mais les années passèrent, et l'aliénation ne fit que grandir. Guillaume est parti à l'université à Lyon et revenait rarement à la maison. Après avoir rencontré Sandrine, ses visites sont devenues encore plus rares. Sandrine. J'ai soupiré en me souvenant de notre première rencontre. Une belle jeune femme, sûre d'elle, avec de l'ambition et une langue bien pendue. Elle a immédiatement détesté les parents de Guillaume, surtout moi. Trop simple, ai-je entendu. Sandrine dire un jour au téléphone, pensant que je ne pouvais pas l'entendre. Sa mère a été infirmière toute sa vie, et son père est mécanicien. Ils ne sont même jamais allés en Europe. Christophe en avait ri. Elle est encore jeune, Muriel. Ça lui passera. Mais ça n'est pas passé, et Guillaume est tombé de plus en plus sous son influence. Bientôt, il a eu aussi honte de ses parents qu'elle. Les appels téléphoniques sont devenus plus courts et moins fréquents. Les visites sont devenues une corvée. Noël, la Toussaint, parfois l'anniversaire de Christophe ou le mien. Pas plus que ça. Christophe aimait toujours son fils inconditionnellement. C'est notre garçon, Muriel. Quoi qu'il arrive. Il continuait d'espérer qu'un jour Guillaume mûrirait et comprendrait la valeur de la famille. J'étais moins optimiste, mais pour le bien de mon mari, je m'accrochais à cet espoir. Et maintenant, Christophe était mort et notre fils ne pouvait pas venir à l'enterrement à cause de l'anniversaire de sa femme. Je me suis levée et je me suis approchée de la fenêtre. Le soleil commençait à peine à se lever à l'horizon, peignant le ciel de Nantes d'un rose tendre. Notre maison dans le vieux quartier de la ville était entourée de maisons de plain-pied similaires, bien entretenues, construites dans les années 60. Christophe et moi l'avions achetée il y a 35 ans, quand Iris avait 7 ans et Guillaume 3. Nous avions remboursé le prêt en 15 ans, en économisant surtout, mais ça en valait la peine. Les enfants avaient une maison avec leur propre jardin pour jouer. Je me suis souvenu comment Christophe avait construit une cabane dans les arbres pour les enfants dans un coin du jardin. Iris était ravie et y passait des heures à lire des livres. Guillaume aimait aussi la cabane jusqu'à ce qu'il devienne adolescent et décide que c'était une bêtise d'enfant. Quand les enfants ont grandi et sont partis, Christophe et moi avons discuté de déménager dans un appartement plus petit. Mais finalement, nous avons décidé de rester. Les enfants ont besoin d'un endroit où revenir, avait dit Christophe. Il rêvait qu'un jour notre maison serait remplie de petits-enfants. Nous avons des petits-enfants maintenant, d'Iris. Théo, maintenant âgé de 15 ans, est sérieux pour son âge et passionné de programmation. Manon, 8 ans, est vive et curieuse, avec les yeux de Christophe. Ils rendaient souvent visite à leurs grands-parents pendant les vacances et les week-ends.
Mais Guillaume et Sandrine n'avaient pas d'enfants. La carrière d'abord, disait Sandrine. Peut-être dans quelques années. Mais les années passaient et la décision était repoussée. J'ai soupiré et je me suis détournée de la fenêtre. Je devais continuer à appeler, les pompes funèbres, la compagnie d'assurance, les amis et la famille. La journée allait être longue. Plus tard, lorsque les principaux appels avaient été passés et que le choc initial avait commencé à s'estomper, je me suis assise dans le fauteuil de Christophe dans le salon. Son vieux fauteuil en cuir, usé aux accoudoirs, avait gardé la forme de son corps. Je ne m'y étais jamais assise auparavant. C'était sa place, son territoire. Maintenant, je m'y suis enfoncée comme pour essayer de sentir la présence de mon mari. Le téléphone a sonné de nouveau. J'ai regardé l'identifiant de l'appelant. Guillaume. J'ai hésité, mais j'ai décroché. Oui. Maman. J'ai réfléchi et peut-être que je pourrais passer 1 heure ou 2 lundi matin avant de commencer à me préparer pour la fête, a-t-il dit sans me saluer. Juste pour, tu sais, dire au revoir à papa. J'ai serré le téléphone si fort que mes doigts sont devenus blancs. L'enterrement est à 14 heures, Guillaume, ai-je dit d'une voix égale. Mais ne t'inquiète pas. Je suis sûre que ton père aurait compris que l'anniversaire de Sandrine est plus important. Maman, ne commence pas, a-t-il dit, la voix teintée d'irritation. J'essaie de trouver un compromis. Un compromis. J'ai senti quelque chose se briser en moi. Ton père est mort. Ce n'est pas une situation de compromis, Guillaume. Soit tu viens pour lui dire au revoir, soit tu ne viens pas. Tu en fais toute une montagne, s'est-il exclamé. Papa aurait compris. Il a toujours été plus raisonnable que toi. Ces mots m'ont frappé plus durement qu'il n'aurait pu l'imaginer. Christophe avait toujours été plus indulgent avec Guillaume, trouvant toujours des excuses à son comportement. Il ne s'est pas encore trouvé, Muriel, disait-il quand Guillaume quittait un autre emploi ou ne se présentait pas à un dîner de famille. Donne-lui du temps. Ton père t'aimait inconditionnellement, ai-je dit doucement. Même quand tu le décevais encore et encore, il continuait de croire qu'un jour tu grandirais et deviendrais un homme sur qui on peut compter, un homme qui comprend ce que signifie la famille. De toute évidence, il avait tort. Tu sais quoi? La voix de Guillaume est devenue froide. Je t'appelle, j'essaie de trouver une solution, et tu m'attaques avec des accusations. Si c'est ce que tu ressens, peut-être que je ne devrais pas venir du tout. C'est ton choix, Guillaume. Ça l'a toujours été et ça le sera toujours. J'ai raccroché et je suis restée assise là pendant un long moment, à regarder le téléphone. Quelque chose avait changé en moi pendant cette conversation. C'était comme si une corde qui s'était tendue de plus en plus fort au fil des années venait de se rompre. La porte d'entrée s'est ouverte. Iris était arrivée avec les enfants. J'ai entendu leur voix basse dans le couloir. Puis des pas rapides. Manon a couru dans la pièce et s'est jetée dans mes bras. Mamie. Maman a dit que papy est mort, a-t-elle chuchoté en grimpant sur mes genoux. C'est vrai. J'ai serré ma petite fille dans mes bras, respirant l'odeur de ses cheveux, un shampoing à la pomme. Oui, ma chérie. C'est vrai. Il est au paradis maintenant, a demandé Manon, me regardant avec des yeux si semblables à ceux de Christophe. Je pense que oui, ai-je répondu. Même si je n'étais pas sûre de l'au-delà moi-même, cela semblait être la bonne réponse à ce moment-là. Iris et Théo sont entrés dans la pièce. Ma fille avait l'air épuisée, les yeux rouges d'avoir pleuré. Théo, grand pour un adolescent de 15 ans, se tenait droit, mais sa lèvre inférieure tremblait. Maman. Iris s'est approchée et m'a serré dans ses bras, en faisant attention de ne pas déranger Manon. Comment vas-tu? Je gère, ai-je répondu. Je suis contente que vous soyez là. Est-ce que Guillaume a appelé? J'ai hoché la tête, ne voulant pas discuter de ma conversation avec mon fils devant mes petits-enfants. Mais Iris a tout compris à mon expression. Il ne vient pas, n'est-ce pas? A-t-elle demandé doucement. C'est l'anniversaire de Sandrine lundi, ai-je répondu. Ils organisent une grande fête. Iris a secoué la tête mais n'a rien dit. Au lieu de cela, elle s'est levée et a proposé de faire du thé pour tout le monde. Théo s'est approché et a maladroitement posé sa main sur mon épaule. Je suis tellement désolée, mamie, a-t-il dit sérieusement. Papy était le meilleur. J'ai couvert sa main avec la mienne. Oui, il l'était, ai-je convenu. Et il était très fier de toi. C'était vrai. Christophe adorait son petit-fils, surtout depuis que le garçon s'était intéressé à la mécanique.
Il passait souvent des week-ends dans le garage à bricoler. Une vieille voiture que Christophe restaurait comme passe-temps. Maintenant, cette voiture resterait inachevée. Comme tant d'autres choses dans la vie de Christophe. Le soir, quand les petits-enfants dormaient dans leur chambre, la chambre qui avait toujours été la leur chez leurs grands-parents, Iris et moi nous sommes assises dans la cuisine avec des verres de vin. Je n'arrive pas à croire qu'il soit parti, a dit Iris, le regard dans le vide. Papa a toujours semblé si constant, comme s'il serait toujours là. J'ai hoché la tête. Je ne pouvais toujours pas tout à fait comprendre que Christophe ne rentrerait pas à la maison. Fini le bruit de son entrée, jetant ses clés sur la table du couloir, m'embrassant sur la joue avec son habituel « Salut, Muriel ». « Et Guillaume ?» a demandé Iris, brisant le silence. « Tu penses vraiment qu'il ne viendra pas à l'enterrement ?» Il a clairement indiqué que l'anniversaire de Sandrine est plus important, ai-je répondu. Iris a secoué la tête. Parfois, je ne le comprends tout simplement pas. Comment peut-il traiter sa propre famille comme ça? J'ai pris une gorgée de vin. J'y avais pensé toute la journée, à la façon dont notre fils était devenu un homme qui accordait plus de valeur à une fête qu'à dire au revoir à son père. Où nous étions-nous trompés dans son éducation? Que aurions-nous pu faire différemment? Tu sais, ai-je dit en regardant ma fille, ton père a toujours dit qu'un jour Guillaume grandirait et comprendrait la valeur de la famille. Il y a cru jusqu'au jour de sa mort. Et toi? J'ai secoué la tête. J'espérais qu'il avait raison. Mais aujourd'hui, j'ai réalisé que certaines personnes ne changent tout simplement pas. Et qu'il y a des conséquences pour chaque choix que nous faisons. Le lundi matin s'est levé avec une clarté inattendue. Je me tenais à la fenêtre de la chambre, regardant le ciel sans nuages, pensant à quel point il était injuste que le jour de l'enterrement de Christophe, la nature ait décidé d'offrir un temps parfait. Il aurait dû pleuvoir, avec des nuages gris, des rafales de vent et des gouttes froides tambourinant sur les toits des voitures. Cela aurait correspondu à mon humeur. Mais au lieu de cela, le soleil inondait les rues de Nantes comme pour se moquer de mon chagrin. Maman. Iris a jeté un coup d'œil dans la pièce. Tu es presque prête? Damien dit qu'il est temps de partir. J'ai hoché la tête, lissant ma robe noire parfaitement repassée. Je l'avais achetée il y a 3 ans pour l'enterrement de ma sœur et j'espérais ne pas avoir à la porter de nouveau sitôt. Oui, j'arrive, ai-je répondu, jetant un dernier regard dans le miroir. La femme qui me regardait était quelqu'un que je reconnaissais à peine. Toujours en forme et énergique, j'avais maintenant l'air d'avoir 10 ans de plus. Les ridules autour de mes yeux s'étaient creusées, et les mèches argentées dans mes cheveux châtains semblaient briller davantage. Je me suis passé la main dans les cheveux. Christophe avait toujours aimé les caresser. Je me suis détournée du miroir. Ma fille, son mari et mes petits-enfants m'attendaient en bas. Théo, sérieux et silencieux, portait un costume sombre qui le faisait ressembler à un petit adulte. Manon, dans une robe noire avec un col blanc, les cheveux tressés, tenait un petit bouquet de fleurs sauvages dans ses mains. Je les ai cueillies pour papy ce matin, a-t-elle dit en me tendant le bouquet. Ce sont ses préférés. J'ai avalé la boule que j'avais dans la gorge et je me suis accroupie devant ma petite fille. Ce sont de très jolies fleurs, ma chérie, ai-je dit en la serrant dans mes bras. Ton grand-père les aurait adorées. Damien, le mari d'Iris, se balançait maladroitement d'un pied sur l'autre près de la porte. Il se sentait toujours mal à l'aise dans les situations émotionnelles, mais il était un roc pour Iris et les enfants, et j'appréciais cela. Tout le monde est prêt, a-t-il demandé en jetant un coup d'œil à sa montre. Oui, ai-je répondu en me redressant. Allons-y. Sur le chemin de l'église, je regardais par la fenêtre les rues de Nantes qui défilaient. Christophe et moi avions vécu ici toute notre vie ensemble. Nos enfants y sont nés, et nous y avons vieilli ensemble. Chaque virage, chaque bâtiment recelait une histoire. Il y avait le supermarché où Christophe faisait les courses tous les samedis. Il avait sa propre liste et ne s'en écartait jamais. Il y a le parc où nous nous promenions le dimanche quand les enfants étaient petits. Et il y a la station-service où Christophe a rencontré Gauthier, son meilleur ami, il y a 30 ans. Ils essayaient tous les deux de faire le plein de leur voiture quand un accident s'est produit. Et ils ont passé 2 heures à attendre la police et à parler de pêche. C'est avec Gauthier que Christophe est parti pour sa dernière partie de pêche. J'ai remarqué que la voiture ralentissait et j'ai levé les yeux. Nous approchions de la petite église où Christophe et moi nous étions mariés il y a 44 ans. À l'époque, elle était décorée de lys blancs et de rubans bleus. Mais maintenant il y avait un corbillard à l'entrée et des gens en vêtements sombres entraient lentement. Damien a garé la voiture et nous nous sommes dirigés vers l'église. À l'entrée,
Nous avons été accueillis par Gauthier, décharné et pâle dans un costume froissé qui était clairement trop grand pour lui. Muriel. Il m'a serré maladroitement dans ses bras, comme un homme peu habitué à montrer ses émotions. Je suis tellement désolée, si j'avais su, si j'avais pu faire quelque chose. Tu as fait tout ce que tu pouvais, Gauthier, ai-je dit doucement, lui tapotant l'épaule. Christophe a passé sa dernière soirée à faire ce qu'il aimait en compagnie de son meilleur ami. Ne te blâme pas. Il a hoché la tête rapidement, s'essuyant les yeux avec le dos de la main, et s'est écarté pour nous laisser entrer. L'église était à moitié pleine. Christophe n'avait jamais été un homme particulièrement sociable, mais les quelques personnes qu'il considérait comme des amis l'aimaient profondément. Ses collègues du garage où il avait travaillé pendant près de 40 ans étaient assis en groupe dans des costumes noirs, l'air inhabituellement solennel. Il y avait quelques voisins que nous connaissions depuis des années, des parents, peu nombreux, surtout de mon côté, car Christophe n'avait qu'une sœur cadette, Lorraine, qui était maintenant assise au premier rang, courbée par le chagrin. Je me suis assise à côté d'elle, et Lorraine a serré ma main avec ses doigts fins. « Où est Guillaume ?» a-t-elle chuchoté en regardant autour d'elle. J'ai secoué la tête, ne voulant pas lui dire la vérité, que mon fils avait choisi l'anniversaire de sa femme plutôt que l'enterrement de son père. Mais je pouvais voir sur le visage de Lorraine qu'elle comprenait. Chris aurait compris, a-t-elle dit après une pause, mais il n'y avait aucune conviction dans sa voix. Le service a commencé. J'ai écouté le prêtre parler de la vie, de la mort et de la résurrection, mais les mots entraient par une oreille et sortaient par l'autre. Au lieu de cela, je fixais le cercueil couvert de bouquets de fleurs et je me demandais ce que faisait Guillaume. Aidait-il Sandrine à décorer la maison pour la fête? Accueillait-il les invités? Pensait-il à son père, ne serait-ce qu'un instant? Quand est venu le moment des hommages, je me suis levée la première. Je me tenais devant l'assemblée, les genoux tremblants, mais ma voix est restée stable. Christophe Lambert était un homme bon, ai-je commencé simplement. Pas parfait, mais bon. Il était un mari fiable, un père et un grand-père aimant, et un ami fidèle. Il n'aspirait pas à de grandes réalisations ou à la richesse. Il voulait juste que ceux qui l'aimaient soient heureux et en sécurité. Je leur ai raconté comment nous nous étions rencontrés. Une jeune infirmière et un mécanicien timide dont j'avais accidentellement rayé la voiture sur le parking de l'hôpital. Comment il m'avait invité à prendre un café au lieu de discuter de la réparation. Comment nous nous étions mariés seulement 6 mois plus tard. Parce que, comme le disait Christophe, quand on sait que c'est la bonne personne, pourquoi attendre? Je me suis souvenu de l'achat de notre première maison, petite et nécessitant des réparations, mais c'était la nôtre. Comment Christophe faisait des heures supplémentaires pour que nous puissions nous permettre de bonnes écoles pour les enfants. Comment il trouvait toujours le temps d'aller aux réunions scolaires ou d'aider aux devoirs même s'il était fatigué après le travail. Il n'était pas parfait, ai-je continué, en regardant les visages devant moi. Nous avons eu des moments difficiles. Il y a eu des disputes et des malentendus. Il y a eu une période où nous avons failli nous perdre. Je ne suis pas entrée dans les détails de cette période difficile il y a 20 ans où nous avions failli divorcer, comment Christophe avait temporairement déménagé, comment nous étions allés en thérapie, comment nous avions lentement et douloureusement reconstruit notre relation. C'était notre affaire privée, pas pour une discussion publique. Mais nous avons traversé cela ensemble, ai-je dit à la place, et nous en sommes sortis plus forts. Christophe m'a appris que le véritable amour n'est pas un sentiment magique, mais un choix quotidien que l'on fait encore et encore. Le choix d'être là, de soutenir, de pardonner. Mon regard est tombé sur le siège vide à côté d'Iris. Le siège où Guillaume aurait dû être assis. Le choix d'être là. Le choix que mon fils n'a pas fait. J'ai terminé mon discours et plusieurs autres personnes ont parlé après moi. Gauthier, qui a maladroitement plaisanté sur la pêche à travers ses larmes. Le patron de Christophe du garage qui a parlé de son professionnalisme. Iris qui a parlé du père attentionné qu'il était. Même Théo a trouvé le courage de dire quelques mots sur son grand-père, qui lui a appris à réparer son vélo et ne se fâchait jamais quand quelque chose se cassait. Après le service, tout le monde est allé au cimetière. J'ai regardé le cercueil de Christophe être lentement descendu dans la terre et j'ai ressenti un étrange engourdissement. Il n'y avait pas de larmes. Elles avaient toutes été versées les jours précédents. Seulement le vide et la prise de conscience qu'une partie de ma vie, la partie la plus importante, était terminée pour toujours. Manon s'est approchée de moi et m'a pris la main. « Mamie, est-ce que papy aura froid là-dedans ?» a-t-elle demandé doucement. Je me suis assise à côté de ma petite fille. « Non, ma chérie. Papy n'est pas vraiment là. Son corps est là, mais lui... » J'ai hésité,
ne sachant pas comment expliquer la mort à un enfant de 8 ans, surtout quand je n'étais pas sûre de mes propres croyances. Lui, il est dans un meilleur endroit. Et dans nos cœurs, bien sûr. Manon a hoché la tête sérieusement comme si l'explication avait du sens pour elle et a déposé son petit bouquet sur la terre. Après le cimetière, tout le monde s'est rassemblé chez moi. Iris et Damien se sont occupés des invités pendant que je restais assise dans le fauteuil de Christophe, acceptant les condoléances et remerciant machinalement tout le monde d'être venu. Je me sentais détachée, comme si je regardais tout de l'extérieur. Où est Guillaume? J'ai entendu cette question encore et encore de différentes personnes. Un voisin qui se souvenait de lui enfant, un ancien collègue de Christophe dont le fils était ami avec Guillaume à l'école, un parent éloigné qu'il avait vu pour la dernière fois à Noël il y a 5 ans. Il avait une affaire urgente à régler, répondais-je à chaque fois sans entrer dans les détails. Je ne voulais pas donner une mauvaise image de mon fils devant les autres, même si je bouillais de colère à l'intérieur. Le soir, la plupart des invités étaient partis. Seuls les plus proches sont restés. Lorraine, la sœur de Christophe, allait passer la nuit avant de retourner chez elle à Lyon. Iris et sa famille sont également restés. Ils prévoyaient de rester avec moi toute la semaine pour m'aider avec les papiers et simplement être là pour moi. Quand les enfants sont allés se coucher, les adultes se sont réunis dans la cuisine. Damien a ouvert une bouteille de whisky que Christophe avait gardée pour les occasions spéciales et a versé un verre à tout le monde. « À Christophe », a-t-il dit en levant son verre. « À un homme bon. » À Christophe, avons-nous fait écho? J'ai pris une gorgée et j'ai senti l'alcool me brûler la gorge. Christophe aimait boire un whisky le soir parfois, assis dans le jardin et regardant les étoiles. La meilleure façon de terminer la journée, disait-il. Je n'arrive toujours pas à croire que Guillaume ne soit pas venu, a dit Lorraine en faisant tourner son verre. Chris était si fier de lui. C'est l'anniversaire de Sandrine, ai-je dit sèchement. Ils ont une grande fête. Lorraine m'a regardée, la bouche ouverte. Tu plaisantes, a-t-elle finalement dit. Il a manqué l'enterrement de son père pour une fête d'anniversaire. J'ai hoché la tête, ne faisant pas confiance à ma voix. Oh mon Dieu, a marmonné Lorraine. Je savais que cette femme avait une mauvaise influence sur lui, mais ça, ce n'est pas seulement Sandrine, a soupiré Iris. Guillaume a toujours été compliqué. Elle n'a fait qu'exacerber ce qui était déjà là. Je les ai écoutés discuter de Guillaume et j'ai pensé à la façon dont mon fils avait changé au fil des ans. Le gentil garçon qui m'apportait des fleurs du jardin du voisin, aux grandes dames des voisins. L'adolescent maussade qui se disputait constamment avec son père. Le jeune homme ambitieux qui en voulait toujours plus. Plus d'argent, plus de reconnaissance, plus de succès. Je me suis souvenu de notre dernière conversation sérieuse il y a 3 ans, quand Guillaume est venu demander de l'argent pour un nouveau projet d'entreprise. Christophe voulait lui donner l'argent. C'est notre fils, Muriel. Nous devons soutenir ses rêves. Mais j'ai insisté pour voir un business plan d'abord. Le plan était vague, les risques élevés et les bénéfices potentiels discutables. Quand nous avons refusé, Guillaume nous a accusés de ne jamais avoir cru en lui. Nous avons toujours cru en toi, Guillaume, avais-je dit à l'époque. Nous ne croyons simplement pas que ce projet particulier fonctionnera. Il est parti en claquant la porte et ne nous a pas parlé pendant plusieurs mois. Est-ce que ça va, Muriel? La voix de Lorraine m'a ramené au présent. Tu as l'air fatigué. Je vais bien, ai-je répondu automatiquement. Juste beaucoup de choses à faire. Prends ton temps, a dit Lorraine, couvrant ma main de la sienne. Tu as le temps. Mais je savais que certaines choses ne pouvaient pas être reportées. Demain, je devrais appeler Maître Dubois, notre avocat de famille. Christophe et moi avions rédigé un testament il y a 10 ans, lorsque nous avions tous deux découvert des problèmes de santé. J'avais de l'hypertension et il avait un diabète débutant. C'était un testament simple. La maison, les économies et les investissements devaient être partagés à parts égales entre les enfants, avec usufruit pour le conjoint survivant. Le chalet familial dans les montagnes, que nous avions acheté il y a 20 ans, devait revenir à Guillaume car il avait toujours aimé plus qu'Iris. Mais maintenant, je savais que je devais changer ces dispositions. Pas par vengeance. Je n'étais pas une personne vengeresse. Mais parce que mon fils avait clairement montré qu'il ne valorisait pas les liens familiaux. Cela signifiait qu'il ne devait pas hériter de biens familiaux, qu'il vendrait probablement à la première occasion. Je crois que je ferais mieux d'aller dormir, ai-je dit en finissant mon whisky. Demain sera une journée chargée. Lorraine et Iris ont échangé un regard, mais n'ont pas discuté.
Elles m'ont aidé à me lever et m'ont accompagné jusqu'à ma chambre comme si j'étais handicapée plutôt que simplement fatiguée. La chambre était exactement comme elle était quand Christophe était en vie. Ses pantoufles près du lit, ses lunettes de lecture sur la table de chevet, son vieux pull négligemment jeté sur une chaise dans le coin. Je ne pouvais pas me résoudre à ranger ces choses. Tant qu'elles étaient là, je pouvais prétendre qu'il était juste sorti et qu'il reviendrait bientôt. Je me suis mise au lit, j'ai remonté les couvertures jusqu'à mon menton et je me suis tournée sur le côté, fixant l'espace vide à côté de moi. 44 ans que nous dormions dans ce lit. 44 ans de conversations au coucher, de disputes, de réconciliations, de projets pour l'avenir. 44 ans de la chaleur d'un autre corps à côté de moi, d'une respiration qui ralentissait alors que Christophe s'endormait. Maintenant, il n'y avait que le vide. J'ai tendu la main et j'ai touché l'oreiller de Christophe. Il portait encore son odeur, un mélange d'après-rasage, d'huile de moteur qui ne disparaissait jamais complètement même après une douche, et quelque chose d'indéfinissable qui était simplement Christophe. Dans l'obscurité, seule avec moi-même, je me suis enfin autorisée à pleurer. Pas de sanglots bruyants, mais des larmes silencieuses qui roulaient sur mes joues et tombaient sur l'oreiller. Je pleurais non seulement la perte de mon mari, mais aussi la perte d'un fils qui s'était révélé si éloigné des valeurs que Christophe et moi avions essayé de lui inculquer. Tu avais raison sur beaucoup de choses, Chris, ai-je murmuré dans l'obscurité. Mais pas sur Guillaume. Il ne changera pas, et je ne vais plus prétendre qu'il le fera. Le matin, j'appellerai Maître Dubois et je changerai le testament. Le chalet irait à Iris et à ses enfants. La part de Guillaume sur le reste de la succession serait minimale, juste assez pour respecter la loi, mais pas plus. Le reste irait à l'éducation de mes petits-enfants et à la sécurisation de leur avenir. Cette décision ne m'apportait aucune satisfaction, seulement une détermination amère. Je protégerais ce qui restait de l'héritage de Christophe d'un homme qui ne l'avait pas apprécié dans la vie et ne l'avait pas honoré dans la mort. Avec cette pensée, je me suis finalement endormie, serrant fermement l'oreiller de mon mari, comme s'il pouvait le garder près de moi, ne serait-ce qu'un peu plus longtemps. Le bureau de Maître Dubois était situé dans un petit immeuble d'un étage dans le centre de Nantes. J'étais venue ici plusieurs fois au cours des 20 dernières années, lorsque Christophe et moi rédigions nos testaments, lorsque nous exécutions des procurations en cas d'incapacité, lorsque nous réglions des questions de succession après la mort de ma sœur. Chaque fois, l'endroit me mettait vaguement mal à l'aise, me rappelant l'inévitabilité de la mort et la nécessité de planifier ce qui viendrait après. Aujourd'hui, assise dans la salle d'attente, j'éprouvais une étrange sensation de calme. Cela faisait 3 jours depuis l'enterrement de Christophe. Iris et sa famille étaient toujours chez moi, mais ce matin, j'avais insisté pour aller seule au bureau de l'avocat. Madame Lambert, a dit une secrétaire âgée aux yeux bienveillants et aux cheveux gris tirés en un chignon soigné en sortant du bureau. Maître Dubois est prêt à vous recevoir. Je me suis levée, j'ai ajusté la veste de mon tailleur bleu marine et je suis entrée dans le bureau. Maître Dubois, un homme mince à la barbe grise soigneusement taillée, s'est levé de derrière son bureau et s'est approché de moi, la main tendue. Muriel, a-t-il dit en me serrant la main des 2 siennes. Veuillez accepter mes sincères condoléances. Je serais venue à l'enterrement, mais j'étais à Paris pour voir ma fille. Merci, Maître Dubois, ai-je répondu. Je comprends. Nous nous connaissions depuis tant d'années que les formalités n'étaient plus nécessaires. Maître Dubois avait 5 ans de plus que moi, mais il paraissait plus jeune que ses 73 ans. Il était devenu notre avocat de famille après que Christophe eut réparé sa voiture il y a 30 ans. Asseyez-vous, a-t-il fait signe vers la chaise en face de son bureau. Un thé, un café? Non, merci, ai-je dit en m'asseyant et en posant mon sac sur mes genoux. J'aimerais aller droit au but. Maître Dubois a hoché la tête et s'est assis en face de moi, croisant les mains sur le bureau. Vous voulez changer le testament? A-t-il dit, ce n'était pas une question. Oui, ai-je confirmé. De manière significative. Maître Dubois n'a pas semblé surpris. Il a ouvert un tiroir de son bureau et en a sorti un dossier intitulé « Lambert ». Avant de commencer, a-t-il dit en feuilletant les documents, je dois vous demander, est-ce une décision mûrement réfléchie? Êtes-vous sûr de ne pas agir sous le coup de l'émotion à cause de votre perte récente? J'ai apprécié la question. Maître Dubois n'était pas seulement mon avocat, mais aussi un ami qui se souciait sincèrement de mon bien-être. J'ai réfléchi à cela pendant 3 jours, ai-je répondu calmement. Eh oui, bien sûr, ma décision est liée à la mort de Christophe, mais elle n'est pas impulsive. C'est simplement que les circonstances ont changé et que je dois changer mes plans en conséquence. Il m'a regardé attentivement par-dessus ses lunettes,
puis a hoché la tête. Très bien, voyons ce que nous avons ici, a-t-il dit en ouvrant le dossier. Selon le testament actuel que vous et Christophe avez rédigé il y a 10 ans, avec des modifications mineures il y a 5 ans. En cas de décès d'un conjoint, l'autre reçoit l'usufruit de tous les biens. Au décès du conjoint survivant, les biens sont partagés à parts égales entre les enfants, Iris et Guillaume, à l'exception du chalet de montagne, qui revient à Guillaume. Est-ce exact? Oui, ai-je confirmé. C'est exactement ce que je veux changer. Maître Dubois a sorti une feuille de papier vierge et un stylo. Dites-moi quel changement vous souhaitez apporter. J'ai pris une profonde inspiration. Malgré ma décision ferme, c'était plus difficile à dire à voix haute que je ne l'avais prévu. Je veux changer la répartition de ma succession après ma mort, ai-je commencé. Premièrement, le chalet de montagne doit revenir à Iris et à ses enfants, pas à Guillaume. Maître Dubois a noté cela sans montrer aucune réaction. Deuxièmement, je veux que la majorité de mes économies et investissements soient répartis comme suit. 50% au compte d'épargne-études de mes petits-enfants, Théo et Manon, soit 25% chacun. Cet argent ne leur sera disponible que pour payer leurs études, et après l'obtention de leur diplôme, pour l'achat de leur première maison ou le démarrage d'une entreprise, pas avant qu'ils n'atteignent l'âge de 21 ans. Maître Dubois continuait d'écrire, hochant la tête périodiquement. Je veux laisser 30% à Iris. 10%, je veux les garder pour moi afin d'assurer une retraite confortable et les frais médicaux si nécessaire. Et pour Guillaume. J'ai fait une pause. Pour Guillaume, je veux laisser la part minimale requise par la loi pour qu'il ne puisse pas contester le testament, ainsi que certains effets personnels de Christophe qui pourraient avoir une valeur sentimentale pour lui. Sa collection de vieux outils, son matériel de pêche, ses montres-bracelets. Quand il a fini d'écrire, Maître Dubois a posé son stylo et m'a regardé. Puis-je vous demander pourquoi vous avez fait ces changements? Son ton était professionnel, mais ses yeux montraient de la compréhension, surtout en ce qui concernait Guillaume. Je savais que cette question viendrait. Je ne voulais pas donner une mauvaise image de mon fils, mais Maître Dubois devait connaître les raisons de changements aussi importants au testament pour qu'il soit aussi sûr que possible contre toute contestation future. Guillaume n'est pas venu à l'enterrement de son père, ai-je dit simplement. Il a décidé que l'anniversaire de sa femme était plus important. Quand je l'ai appelé pour lui annoncer la mort de Christophe, il a dit qu'il ne pouvait pas annuler la fête et a même suggéré de reporter l'enterrement. Maître Dubois a cligné des yeux. C'était le seul signe de surprise qu'il s'est permis. Je vois, a-t-il dit après une pause. C'est une décision inhabituelle de sa part. Ce n'est pas seulement ça, ai-je continué. Ces dernières années, Guillaume s'est de plus en plus éloigné de la famille. Il nous rendait rarement visite et parlait à peine à Christophe. Et il y a 3 ans, il est venu demander de l'argent pour un projet commercial douteux. Quand nous avons refusé, il nous a accusés de ne jamais le soutenir. J'ai fait une pause, rassemblant mes pensées. Je ne veux pas que cela ressemble à une vengeance, Maître Dubois. Ce n'est pas une vengeance. C'est la protection de ce qui était important pour Christophe et moi. Nous avons toujours voulu que nos enfants valorisent la famille, qu'ils se soutiennent mutuellement. Iris le comprend. Elle a été à mes côtés tous ces jours, me soutenant, amenant les enfants pour qu'ils puissent dire au revoir à leur grand-père. Et Guillaume. J'ai secoué la tête. Guillaume a montré qu'il a d'autres priorités. Maître Dubois a tapoté pensivement son stylo sur le papier. Pensez-vous que Christophe aurait approuvé cette décision? La question m'a prise au dépourvu. Je me suis figée, imaginant la réaction de mon mari. Christophe avait toujours été plus doux, plus indulgent envers son fils. Il croyait de tout son cœur que Guillaume changerait, grandirait et apprendrait à valoriser les liens familiaux. Je ne sais pas, ai-je répondu honnêtement. Peut-être qu'il aurait donné une autre chance à Guillaume, mais... J'ai pris une profonde inspiration. Christophe est parti et je dois prendre mes propres décisions. Maître Dubois a hoché la tête. Je comprends et je rédigerai un testament selon vos souhaits. Mais en tant qu'ami, je veux dire que les portes peuvent toujours être laissées ouvertes. Un testament peut être modifié à nouveau si les circonstances changent. J'ai hoché la tête, bien que je doutais que Guillaume change un jour suffisamment pour que je reconsidère ma décision. Une autre question, a poursuivi Maître Dubois. Voulez-vous que Guillaume soit au courant de ces changements maintenant, ou préférez-vous qu'il le découvre après votre départ? J'y ai réfléchi. Une partie de moi voulait que Guillaume connaisse immédiatement les conséquences de son choix.
Mais une autre partie, la partie maternelle, espérait encore le protéger de la douleur, même si cette douleur était méritée. Il doit le savoir, ai-je finalement décidé. Ce serait juste. C'est un homme adulte et il doit comprendre que chaque choix a des conséquences. Dans ce cas, je lui préparai une lettre officielle après la signature et l'enregistrement du Nouveau Testament. Cela devrait prendre environ une semaine. D'accord, ai-je dit, ressentant un étrange soulagement, comme si un lourd poids avait été enlevé de mes épaules. Nous avons passé une autre heure à discuter des détails du testament, à clarifier la formulation, à lister les actifs spécifiques et comment ils devaient être distribués. Maître Dubois a patiemment expliqué les subtilités juridiques, tandis que j'essayais de me concentrer sur les aspects pratiques et de ne pas laisser mes émotions prendre le dessus. Quand nous avons terminé, je me sentais épuisé mais calme. La décision avait été prise et je savais que c'était la bonne. Je vous enverrai un projet de testament dans les 3 jours, a dit Maître Dubois en me raccompagnant à la porte. Relisez-le attentivement. Si vous avez des modifications, faites-le moi savoir. Ensuite, nous nous retrouverons pour le signer. Merci, Maître Dubois. Pour tout. J'ai serré sa main. De rien, a-t-il souri doucement. Et Muriel, vous êtes une femme forte. Christophe a toujours admiré cela chez vous. J'ai senti les larmes me monter aux yeux, mais je les ai retenues. À bientôt, Maître Dubois. En quittant le bureau de l'avocat, je suis monté dans ma voiture, mais je n'ai pas démarré le moteur tout de suite. Au lieu de cela, je suis restée assise là, à regarder mes mains sur le volant. Des mains avec des veines saillantes et des taches de vieillesse. Des mains qui avaient tenu Guillaume nouveau-né il y a 36 ans. Je me suis souvenu de sa petitesse, de son visage rouge et ridé et de sa poigne étonnamment forte. Comment il me regardait avec ses yeux sombres pleins de confiance et d'amour. Comment Christophe avait peur de le toucher au début, craignant que ses mains rugueuses de mécanicien ne blessent une créature si fragile. Qu'est-ce qui a mal tourné? Quand l'avons-nous perdu? Était-ce un processus graduel? Ou y a-t-il eu un moment, un tournant après lequel tout a changé? Je me suis souvenu de quand Guillaume avait 14 ans. Il voulait aller à un concert dans une ville voisine avec ses amis, mais Christophe et moi avions dit non. Trop loin, trop tard, pas de surveillance d'un adulte. Il s'était vraiment mis en colère, criant que nous contrôlions sa vie, que nous ne lui faisions pas confiance. Puis il est parti et n'est pas revenu avant le matin. Il s'est avéré qu'il était allé au concert malgré tout. Christophe et moi avions réagi différemment. Je voulais le punir sévèrement, lui retirer son argent de poche et lui interdire de voir ses amis. Christophe avait dit que cela ne ferait que le repousser davantage. Il grandit, Muriel. Il a besoin d'espace. Nous devons lui faire confiance. Finalement, nous avions fait un compromis. Guillaume a été puni, mais plus légèrement que je ne le pensais nécessaire. C'était peut-être une erreur. Peut-être que si nous avions été plus stricts, si nous avions fixé des limites plus claires. J'ai secoué la tête. Il ne servait à rien de penser à cela maintenant. Ce qui était fait était fait. Guillaume avait grandi comme il était, et aucune réflexion sur le passé ne changerait cela. J'ai démarré la voiture et j'ai quitté le parking. Sur le chemin du retour, j'ai pensé à Iris et à mes petits-enfants qui m'attendaient là-bas. À Théo, qui ressemblait tellement à Christophe dans son sérieux et sa fiabilité tranquille. À la petite Manon avec son énergie débordante et sa curiosité. Ils étaient l'avenir de notre famille. C'étaient eux qui préserveraient la mémoire de Christophe, de nos traditions familiales, des valeurs que nous avions essayé de transmettre. Et le chalet dans les montagnes, l'endroit où Christophe a passé les meilleurs moments de sa vie, où il a appris aux enfants à pêcher, où nous regardions le lever du soleil sur le porche avec une tasse de café, devrait appartenir à ceux qui chériront ses souvenirs, pas seulement le voir comme un actif à vendre. Quand j'ai tourné dans notre rue, j'ai vu Théo et Manon jouer dans le jardin. Manon m'a vu la première et m'a fait un signe de la main, son visage s'illuminant d'un large sourire. J'ai répondu de la main, sentant mon cœur se réchauffer. J'ai garé la voiture dans le garage et je suis entré dans la maison. Iris était dans la cuisine en train de préparer le déjeuner. « Comment ça s'est passé ?» a-t-elle demandé sans lever les yeux de la découpe des légumes. « Bien, » ai-je répondu en enlevant mon manteau. « Maître Dubois s'occupera de tout d'ici une semaine. » Iris a hoché la tête sans poser d'autres questions. Elle savait que je changeais mon testament, mais elle n'en connaissait pas les détails, et je lui étais reconnaissante de ne pas insister. « Je pensais faire cette tourte aux légumes que ton père aime tant, » a-t-elle dit à la place. « Tu te souviens comment il en redemandait toujours ?» J'ai souri.
ressentant à la fois la chaleur du souvenir et la douleur aiguë de la perte. Je me souviens, il disait que ta tourte était encore meilleure que la mienne. Il était juste poli. Iris a ri. Personne ne cuisinait mieux que toi. Je me suis approchée et j'ai serré ma fille dans mes bras. Elle s'est figée un instant, puis a posé le couteau et m'a serré en retour. Merci d'être là, ai-je chuchoté. Bien sûr, maman, a-t-elle répondu. Où serais-je d'autre? À ce moment-là, Théo et Manon sont entrés en trombe dans la maison, bruyants et excités après leur jeu. Mamie, Manon s'est précipitée vers moi. Regarde ce que j'ai trouvé dans le jardin. Elle m'a tendu une pierre de forme inhabituelle ressemblant à un cœur. On dirait un cœur. Tu vois? A-t-elle montré la forme? Je pense que papy nous l'a envoyée du ciel. J'ai pris la pierre, lisse et chaude de ses petites mains. C'est très beau, ai-je dit. Eh oui, ça ressemble vraiment à un cœur. Théo a levé les yeux au ciel, mais j'ai remarqué que les coins de sa bouche esquissaient un sourire. Tu peux le garder, mamie, a offert généreusement Manon. Comme ça, papy ne te manquera pas trop. J'ai serré la pierre dans ma paume, sentant une boule monter dans ma gorge. Merci, ma chérie. J'en prendrai bien soin. À ce moment-là, je savais que j'avais pris la bonne décision. Les enfants d'Iris, mes petits-enfants, étaient l'avenir dont Christophe avait rêvé. Ils méritaient d'hériter non seulement de choses matérielles, mais aussi des choses immatérielles, les traditions familiales, les souvenirs, l'amour de la nature, le respect du passé que Christophe et moi avions enchéri. Et si cela signifiait faire un choix difficile, qu'il en soit ainsi. Après tout, comme je l'ai dit à l'enterrement, le véritable amour est un choix quotidien. Parfois, ce choix est douloureux, mais cela ne le rend pas moins juste. J'ai regardé la pierre en forme de cœur et j'ai dit silencieusement à Christophe. Je protégerai ce que nous avons créé ensemble. Je le préserverai pour ceux qui l'apprécient vraiment. Ce soir-là, après qu'Iris et les enfants soient allés se coucher, je me suis assise dans le salon à regarder de vieux albums photos. Des photos de Guillaume de sa naissance à sa remise de diplôme universitaire. Son premier jour d'école avec un énorme sac à dos et un sourire nerveux. Les vacances de Noël où il déballait ses cadeaux avec enthousiasme. La pêche avec Christophe, sa première prise, la fierté sur les visages du père et du fils. Quelque part entre ces moments heureux et aujourd'hui, quelque chose a mal tourné. Quelque chose a changé. Et en regardant les photos, je ne pouvais pas dire exactement quand c'est arrivé. Était-ce à l'université, quand Guillaume était loin de la maison pour la première fois et a peut-être commencé à avoir honte de ses parents simples? Ou était-ce quand il a rencontré Sandrine, une fille ambitieuse d'une famille riche dont les parents étaient médecins et professeurs? Ou était-ce une série de petites blessures et de malentendus qui s'étaient accumulés au fil des ans jusqu'à former un gouffre infranchissable? J'ai fermé l'album et je l'ai mis de côté. Il ne servait à rien de me tourmenter avec ces questions. Quoi qu'il se soit passé dans le passé, Guillaume avait fait son choix aujourd'hui, et j'avais fait le mien. Au même moment, dans sa maison de l'autre côté de la ville, mon fils célébrait probablement l'anniversaire de sa femme. Ignorant que son choix avait changé son avenir et l'avenir de sa famille pour toujours. Guillaume Lambert a claqué la portière de sa voiture et a siffloté en rentrant chez lui. La journée avait été bonne. 2 contrats réussis et des commissions qui aideraient à réduire sa montagne de dettes toujours croissantes. Il s'est arrêté à la boîte aux lettres et a sorti une pile d'enveloppes. Factures, publicité, catalogue, les choses habituelles. Mais une se démarquait. Une simple enveloppe blanche avec le logo d'un cabinet d'avocats. Fronçant les sourcils, Guillaume l'a ouverte là, sur le pas de la porte. À l'intérieur se trouvait une lettre sur papier à en-tête officielle de « Dubois et Associés ». Il a commencé à lire et son expression a changé progressivement, passant de la perplexité au choc et enfin à l'horreur. « Cher monsieur Lambert, nous vous informons par la présente que votre mère, Madame Muriel Lambert, a apporté des modifications importantes à son testament. En tant que son avocat, je suis tenu de vous informer de ce qui suit. Selon le Nouveau Testament, le chalet familial dans les montagnes est légué à votre sœur, Iris Parker, et à ses enfants. Vous n'êtes plus bénéficiaire de ce bien. De plus, la répartition des biens restants a également été modifiée. Vous recevrez la part minimale de l'héritage prévu par la loi, ainsi que certains effets personnels de votre défunt père. Madame Lambert m'a demandé de vous transmettre que cette décision est due à votre absence à l'enterrement de votre père et qu'elle est définitive. Si vous avez des questions d'ordre juridique, veuillez me contacter au numéro indiqué. Sincèrement, Maître Dubois, avocat de Madame Muriel Lambert.
Guillaume a lu la lettre 2 fois, incapable d'en croire ses yeux. Un chalet dans les montagnes. Son chalet. Celui-là même qu'il avait déjà vendu dans sa tête pour rembourser ses créanciers qui devenaient de plus en plus insistants chaque jour. Des dettes dont même Sandrine n'était pas au courant. Non, a-t-il chuchoté, serrant la lettre si fort que ses jointures sont devenues blanches. Elle n'a pas pu faire ça. Mais elle l'avait fait. Sa mère, toujours si raisonnable et calme, l'avait privé de son héritage à cause d'un seul événement manqué. Oui, c'était l'enterrement de son père. Mais n'avait-il pas expliqué la situation? Ne comprenait-elle pas qu'il ne pouvait pas annuler l'anniversaire de Sandrine, qui leur avait coûté près de 5000 €, de l'argent qu'il n'avait pas vraiment? Guillaume est entré dans la maison, jetant le reste du courrier sur la table dans le couloir. Sandrine était au travail et ne rentrerait pas avant 18 heures. Il avait le temps de réfléchir à la façon de lui annoncer la nouvelle, ou s'il devait se taire. Elle ne connaissait pas ses projets de vente du chalet, les prêts qu'il avait contractés au cours des 2 dernières années, les cartes de crédit qu'il avait souscrites à son nom sans qu'elle le sache. Non, il devait parler à sa mère. C'était une sorte de malentendu. Elle ne pouvait pas sérieusement le déshériter. Elle voulait juste lui faire peur, lui donner une leçon. Guillaume a attrapé son téléphone et a composé le numéro de sa mère. Le téléphone a sonné, mais aucune réponse. Il a raccroché et a recomposé encore et encore. Après la 4e tentative, le répondeur a indiqué que l'abonné était temporairement indisponible. Merde! Il a jeté le téléphone sur le canapé. Le numéro suivant sur sa liste était le portable d'Iris. Sa sœur a répondu après la 3e sonnerie. Guillaume. Sa voix semblait surprise. Qu'est-ce qui ne va pas? Tu sais ce qui s'est passé, a-t-il lâché. Ne fais pas semblant de ne pas savoir. Il y eut une pause. Tu appelles à propos du testament de maman, a finalement demandé Iris. Oui. Putain, oui, le testament. Elle t'a laissé le chalet. Mon chalet. Guillaume. Ça n'a jamais été ton chalet. La voix d'Iris s'est refroidie. Il appartenait à maman et papa. Et ils ont toujours dit qu'il serait à moi un jour. Mais quoi? Mais j'ai manqué l'enterrement. Et maintenant, elle a décidé de me punir. C'est tellement puéril. Tu ne comprends vraiment pas, n'est-ce pas? La voix d'Iris semblait moins indignée que lasse. Ce n'est pas seulement à propos de l'enterrement, bien que ce soit la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. C'est la façon dont tu les as traités ces dernières années. La rareté de tes visites. La façon dont tu dénigrais constamment leurs efforts. Comment tu demandais de l'argent et disparaissais ensuite pendant des mois. J'étais occupée. J'ai ma propre vie, ma propre famille. Moi aussi, Guillaume. Mais j'ai pris le temps parce que je savais qu'il ne serait pas là pour toujours. Et maintenant, papa est parti. Et tu n'es même pas venu lui dire au revoir. Guillaume s'est passé la main dans les cheveux, sentant la panique monter en lui. Écoute, je sais que j'ai merdé, mais ça peut se réparer. Parle à maman. Convainc-la de changer d'avis. Au moins pour le chalet. Tu n'en as pas besoin, mais moi si. Tu en as besoin? L'interrompit Iris. Quand y es-tu allé pour la dernière fois? Il y a 4 ans? 5. Tu as toujours dit que c'était ennuyeux là-bas. Que c'était un trou perdu au milieu de nulle part. Et maintenant, soudainement, c'est vital pour toi. Guillaume a serré les dents. Il ne pouvait pas expliquer à sa sœur la vraie raison de son anxiété. C'est une question de principe, a-t-il dit à la place. Maman n'a pas le droit de me punir comme ça. Ce n'est pas une punition, Guillaume. Ce sont des conséquences. Il y a une différence. Va te faire, a-t-il craché et il a raccroché. Guillaume s'est effondré sur le canapé, sentant ses entrailles se tordre de peur et de colère. Il avait besoin d'argent. Beaucoup d'argent. Sinon, tout s'effondrerait. Le château de cartes qu'il avait construit ces dernières années. 3 prêts de différentes banques, des prêts de collègues, des achats secrets cachés à Sandrine. Tout s'était accumulé, se transformant en une avalanche qui était sur le point de l'ensevelir. Le chalet était sa bouée de sauvetage. Il valait au moins un demi-million d'euros. Une maison en bois dans les montagnes sur un grand terrain dans un endroit pittoresque et touristique. Cela aurait suffi à rembourser ses dettes et à repartir à zéro. Et maintenant, tout était parti. Et tout ça à cause de quoi? Parce qu'il ne s'était pas présenté à un putain d'enterrement.
Guillaume a de nouveau attrapé le téléphone et a composé le numéro de sa mère. Toujours pas de réponse. Puis il a décidé d'aller la voir tout de suite, de lui parler en face à face. Elle ne pouvait pas lui refuser l'entrée. Son fils. Il se dirigeait déjà vers la porte quand il a entendu le bruit d'une voiture qui s'arrêtait. Sandrine était de retour plus tôt que d'habitude. Guillaume a rapidement caché la lettre dans sa poche et a essayé de garder une expression neutre sur son visage. Sandrine est entrée dans la maison, ses talons claquant sur le parquet. Elle était grande et mince, avec des cheveux blonds impeccablement coiffés et un maquillage qui n'avait pas l'air d'avoir bougé, même à la fin de la journée de travail. « Tu es déjà à la maison ?» Elle avait l'air surprise. « Je pensais que tu avais une réunion avec des clients jusqu'à 18 heures. » La réunion a été reportée, a menti Guillaume. « Pourquoi es-tu rentrée si tôt ?»« Ma dernière patiente a annulé, » a-t-elle dit. Elle travaillait comme administratrice dans une clinique dentaire prestigieuse. « Quelque chose s'est passé. Tu as l'air étrange. » Guillaume a hésité. Lui dire la vérité signifierait ouvrir la boîte de Pandore. Non seulement sur le testament changé, mais aussi sur ses dettes, ses plans pour le chalet, tout ce qu'il avait caché ces dernières années. Mais d'un autre côté, il ne servait à rien de le cacher plus longtemps. Tôt ou tard, tout finirait par se savoir. « J'ai reçu une lettre de l'avocat de ma mère », a-t-il finalement dit. Elle a changé son testament. Le chalet va à Iris et à ses enfants. Je ne reçois que la part légale minimale. Quoi que cela veuille dire. Sandrine le fixa, ses sourcils parfaitement épilés se fronçant. Quoi? Pourquoi a-t-elle fait ça? À cause de l'enterrement. Guillaume haussa les épaules, essayant de paraître moins troublé qu'il ne l'était. Elle est toujours en colère que je ne sois pas venue. C'est ridicule. Sandrine a jeté son sac sur le canapé. C'était mon anniversaire. Nous l'avions planifié depuis des mois. Que étais-tu censé faire? Tout annuler à la dernière minute? C'est exactement ce que je lui ai dit. Et elle t'a déshérité. Sandrine a secoué la tête. C'est tellement mesquin, tellement puéril. Guillaume a ressenti une vague irritation en l'entendant utiliser les mêmes mots que lui dans sa conversation avec Iris. Mais ce n'était pas le moment pour de telles pensées. J'allais aller la voir, lui parler en personne, a-t-il dit. Elle ne peut pas simplement me retirer mon héritage comme ça. Ce n'est pas juste. Bien sûr que ce n'est pas juste. Sandrine a enlevé sa veste et l'a accrochée au dossier d'une chaise. Mais es-tu sûr que c'est une bonne idée d'aller la voir maintenant? Tu as l'air contrarié. Comment penses-tu que je suis censé avoir l'air? A répliqué Guillaume. Ma mère vient de me retirer un chalet d'1 demi-million d'euros. Sandrine s'est figée, étudiant son visage. 1 demi-million, a-t-elle demandé. Comment sais-tu combien il vaut? Guillaume s'est mordu la langue, réalisant qu'il en avait trop dit. Je suppose, c'est tout, a-t-il dit en se détournant pour éviter son regard. Les prix de l'immobilier augmentent, surtout dans des endroits comme ça. Guillaume. La voix de Sandrine était basse et dangereuse. Tu ne me dis pas tout. Il connaissait ce ton. Il savait que lorsque Sandrine soupçonnait quelque chose, elle ne lâcherait pas l'affaire avant d'avoir le fin mot de l'histoire. Et maintenant qu'il était déjà au bord du gouffre, il n'avait pas l'énergie pour une autre partie de chat et de la souris. Je dois de l'argent, a-t-il dit, sans toujours la regarder. Beaucoup d'argent. Combien? Environ 400 000 euros. Il y eut un silence si profond qu'on pouvait entendre le tic-tac de l'horloge sur le mur. Puis Sandrine a émis un son étrange, quelque chose entre un rire et un sanglot. S'il te plaît, dis-moi que c'est une blague, a-t-elle dit. J'aimerais que ce soit une blague. Guillaume s'est finalement tourné vers elle. Ça s'est accumulé progressivement. D'abord un prêt, puis un autre. Attends. Sandrine a levé la main. Tu as contracté des prêts sans que je le sache. Guillaume a hoché la tête, sentant la couleur quitter son visage. Au début, c'était de petites sommes. Puis j'ai dû en contracter d'autres pour couvrir les premiers prêts. Puis encore plus. Et tu allais vendre le chalet pour rembourser. Sandrine le regarda comme si elle le voyait pour la première fois. Le chalet qui ne t'appartient même pas. Il allait être à moi, s'est exclamé Guillaume. Il l'aurait été si maman n'avait pas décidé de me punir. Qu'est-ce que tu pensais qu'il se passerait quand tes parents découvriraient que tu as vendu le chalet familial juste après l'avoir reçu? Guillaume a baissé les yeux. Je pensais que d'ici là,
Il ne le saurait pas. Sandrine s'est couvert le visage de ses mains. Mon Dieu, a-t-elle marmonné. Tu espérais qu'il meure pour que tu puisses vendre le chalet et que personne ne pose de questions. Non, je veux dire, pas exactement. Je ne voulais pas qu'il meure. Juste. Guillaume a hésité, réalisant à quel point ses paroles sonnaient terribles. Écoute, ce n'est pas important maintenant. Ce qui est important, c'est que nous avons des problèmes. De sérieux problèmes. Nous. Sandrine a baissé les mains, et Guillaume a vu que ses yeux étaient remplis de larmes. Un spectacle rare pour sa femme toujours calme et maîtrisée. Non, Guillaume. Ce n'est pas un nous. C'est toi. C'est toi qui as contracté ces prêts. C'est toi qui as prévu de vendre le chalet. C'est toi qui m'as menti sur tout ça. Je ne voulais pas t'inquiéter. Il a essayé de se justifier. Je savais que tu serais contrarié. Inquiète. Sandrine a ri. Mais c'était le rire de quelqu'un au bord des larmes. Tu dois près d'un demi-million d'euros. Ce n'est pas de l'inquiétude, Guillaume. C'est un désastre. Comment as-tu pu faire ça dans mon dos? Guillaume ne savait pas quoi dire. Comment pouvait-il expliquer que tout avait commencé par un désir de lui offrir le style de vie auquel elle était habituée dans la maison de ses parents? Restaurants chers, vêtements de marque, vacances à Hawaï, toutes les choses qu'ils ne pouvaient pas se permettre avec leur salaire. Et puis sont arrivés les jeux d'argent. D'abord comme un moyen de gagner de l'argent rapidement pour couvrir les dépenses, puis comme une addiction qu'ils ne pouvaient pas contrôler. Je suis désolé, a-t-il finalement dit. J'ai merdé. Mais on peut arranger ça. Si je parle à maman, que j'explique la situation. Tu vas dire à ta mère que tu as contracté des prêts pour 400 000 euros et que tu prévois de vendre le chalet familial pour les rembourser? Sandrine a secoué la tête. Ça ne fera que confirmer tout ce qu'elle pense de toi. Les mots l'ont frappée plus durement qu'elle n'aurait pu l'imaginer. Qu'est-ce que tu veux dire? A demandé Guillaume doucement. Elle a toujours pensé que tu étais irresponsable. Sandrine a haussé les épaules. Elle pensait que tu ne valorisais pas ta famille, que tu étais égoïste. Et tu sais quoi? Maintenant, je commence à penser qu'elle avait raison. Guillaume a senti la colère monter en lui, une émotion commode pour noyer sa honte et sa peur. Alors maintenant, tu es de son côté, a-t-il élevé la voix. Après tout ce qu'elle a dit sur toi, après qu'elle t'ait regardé de haut toutes ces années. Elle ne m'a jamais regardé de haut, Guillaume, a dit Sandrine avec lassitude. C'est toi qui m'as fait croire qu'elle ne m'approuvait pas. Mais à chaque fois que nous nous sommes rencontrés, elle était polie et amicale. C'est toi qui étais toujours tendu et agressif chez eux. Parce qu'ils n'ont jamais cru en moi. Guillaume a frappé le mur, laissant une marque dans le placo. Ils ont toujours pensé que je n'étais pas assez bien. Et leur as-tu prouvé le contraire? A demandé Sandrine doucement. Avec tes prêts et tes mensonges. Guillaume s'est tu, se sentant comme si tout l'air avait été aspiré de lui. Il s'est affalé sur le canapé, sentant soudain le poids de toutes ses décisions, de toutes ses erreurs. Qu'est-ce qu'on va faire? A-t-il demandé, fixant le vide devant lui. Sandrine est restée silencieuse pendant un long moment. Quand elle a parlé, sa voix semblait étrangement détachée. Je ne sais pas ce que tu vas faire, Guillaume, mais moi, je vais appeler mes parents. Peut-être qu'ils peuvent t'aider. Et puis elle a pris une profonde inspiration. Et ensuite, nous devrons avoir une conversation sérieuse sur notre avenir. Qu'est-ce que tu veux dire? Guillaume a levé les yeux vers elle, sentant une nouvelle vague de panique le submerger. Ça veut dire que je ne suis pas sûre de pouvoir rester avec quelqu'un qui me ment si facilement. Sandrine s'est détournée et s'est dirigée vers les escaliers. J'ai besoin d'être seule. Ne me dérange pas. Guillaume a écouté ses pas s'éloigner, la porte de la chambre claquer. Il était resté seul dans le salon avec la lettre dans sa poche et sa vie en ruine autour de lui. Il a ressorti la lettre et l'a relue. Les mots se brouillaient devant ses yeux, mais une phrase ressortait clairement. Madame Lambert m'a demandé de vous dire que cette décision est due à votre absence à l'enterrement de votre père et qu'elle est définitive. Définitive. Comme tout ce que sa mère faisait. Elle ne revenait jamais sur ses décisions. Ne changeait jamais d'avis si elle était sûre d'avoir raison. Christophe était plus doux. On pouvait toujours le persuader. Le faire changer d'avis. Mais pas Muriel. Et pourtant, Guillaume devait essayer. Il ne pouvait pas laisser sa vie s'effondrer à cause d'une erreur, d'un mauvais choix. Il a de nouveau attrapé le téléphone et a composé le numéro de sa mère. Cette fois, à sa surprise,
Le téléphone a été décroché après la 5e sonnerie. Oui. La voix de Muriel semblait méfiante. Maman. Guillaume a ressenti un soudain soulagement qu'elle ait enfin répondu. J'ai besoin de te parler. Je sais pourquoi tu appelles, Guillaume, a-t-elle répondu d'une voix égale. Maître Dubois a dit qu'il t'avait envoyé une lettre. Maman, tu ne peux pas me faire ça. Ce n'est pas juste. Pas juste. Sa voix a pris un ton amer. Il n'était pas juste que ton père meure et que tu ne viennes pas lui dire au revoir. Il n'est pas juste que tu aies négligé ta famille pendant des années et que tu te souviennes soudain de nous quand il s'agit de ton héritage. Ce n'est pas vrai, s'est exclamé Guillaume. J'aimais papa. C'est juste que les circonstances étaient malheureuses. Les circonstances sont toujours malheureuses, Guillaume, a dit Muriel. La vie est pleine de choix difficiles et nous devons assumer la responsabilité de nos décisions. Guillaume a fermé les yeux, sentant une boule lui monter dans la gorge. Maman, s'il te plaît. J'ai besoin de ton aide. Je suis en difficulté. Il y eut une pause, et pendant un instant, Guillaume a cru qu'elle s'était adoucie. Quel genre de difficulté? A finalement demandé Muriel. Guillaume a dégluti. Il ne pouvait pas lui dire la vérité sur les dettes, les prêts, son projet de vendre le chalet. Cela ne ferait que renforcer sa résolution. Des problèmes financiers, a-t-il dit vaguement. Rien de grave, juste des difficultés temporaires. Et tu pensais que tu pourrais les résoudre en vendant le chalet? Il n'y avait pas de question dans sa voix. Guillaume a tressailli. Comment as-tu? Je ne suis pas né d'hier, Guillaume, l'interrompit Muriel. Et je te connais mieux que tu ne le penses. Tu n'as jamais aimé ce chalet. Tu as toujours dit que c'était ennuyeux, qu'il n'y avait pas d'internet, que c'était au milieu de nulle part. Et soudain, tu es contrarié que je l'ai transféré à Iris. La seule raison pour laquelle ça pourrait te faire autant de mal, c'est si tu prévoyais de le vendre. Guillaume est resté silencieux, réalisant qu'elle pouvait voir clair en lui. Combien dois-tu? A demandé Muriel après une pause. Qu'est-ce que ça peut faire? A répliqué Guillaume. Tu ne vas pas aider de toute façon. Je n'ai pas dit ça. Sa voix s'est adoucie, et pendant un instant, Guillaume a entendu la mère qu'il avait connue auparavant. Celle qui était toujours prête à soutenir, aider et le protéger. Je veux juste connaître l'étendue du problème. Guillaume a hésité. Peut-être que si elle savait à quel point la situation était grave, elle changerait d'avis. Peut-être que l'amour d'une mère surmonterait sa blessure après tout. Près de 400 000 €, a-t-il finalement admis. Prêt, carte de crédit. Mon Dieu, Guillaume, a haleté Muriel. Comment as-tu pu laisser cela arriver? Ça ne s'est pas fait du jour au lendemain, a-t-il dit, sentant les larmes lui monter à la gorge. D'abord un peu, puis plus. Je pensais que je pouvais arranger ça, mais... Est-ce que Sandrine sait? Elle le sait maintenant. Guillaume s'est souvenu de l'expression de sa femme alors qu'elle montait les escaliers. Elle ne l'a pas très bien pris. Je ne suis pas surprise, a dit Muriel avec lassitude. Guillaume, je ne peux pas simplement te donner le chalet. Ça ne résoudra pas le problème. Ça ne fera que retarder l'inévitable. Tu le vendras, tu rembourseras tes dettes, et après? Tu recommenceras à emprunter? Guillaume n'a pas répondu car au fond de lui, il savait qu'elle avait raison. Mais je peux t'aider d'une autre manière, a poursuivi Muriel. Si tu veux vraiment arranger ça. Comment? L'espoir s'est glissé dans sa voix. Viens me voir demain, a-t-elle dit. Nous parlerons en personne. Sans émotion, sans accusation, comme des adultes. D'accord. Guillaume a senti une partie du poids se soulever de ses épaules. Merci, maman. Ne me remercie pas encore, a-t-elle répondu. Je ne promets encore rien. Et Guillaume, viens seul. Sans Sandrine. Sans Sandrine, a-t-il répété. D'accord. Lorsque la conversation s'est terminée, Guillaume est resté assis pendant un long moment, fixant le téléphone dans sa main. Demain, il irait chez sa mère. Demain, peut-être, il y aurait une issue au cauchemar que sa vie était devenue. Mais pour l'instant, à ce moment précis, il ne ressentait que le vide et un étrange soulagement que tout soit enfin sorti. Fini de faire semblant, de mentir, de se cacher. Et dans ce vide, comme dans un miroir, il s'est vu clairement pour la première fois. Un homme qui avait fui ses responsabilités pendant des années, qui avait trahi la confiance de ses proches, qui avait placé ses désirs momentanés au-dessus des liens familiaux.
Et dans ce reflet, il ne s'est pas reconnu. Ou peut-être était-ce le contraire. Il s'est enfin vu tel qu'il était vraiment, sans masque ni auto-illusion. La porte à l'étage a claqué. Sandrine avait quitté sa chambre. Guillaume a entendu ses pas dans les escaliers et s'est préparé pour la suite d'une conversation qui pourrait être le début de la fin de leur mariage. Ou, s'il avait de la chance, le début de quelque chose de nouveau et de plus honnête. Le matin était nuageux. Des nuages gris pendaient bas sur Nantes, promettant la pluie, mais se contentant pour l'instant de menacer. Guillaume était assis dans sa voiture garée en face de la maison de ses parents, incapable de se décider à sortir. Il était arrivé plus tôt que prévu. Sa mère l'attendait à 11h et il n'était que 10h30. La nuit avait été terrible. Après une longue conversation avec Sandrine, remplie de larmes, d'accusations et d'aveux amers, elle avait fait ses valises et était partie chez ses parents. « J'ai besoin de temps pour réfléchir », avait-elle dit en partant. « Et toi aussi ?» Guillaume n'avait presque pas dormi de la nuit, essayant de trouver quoi dire à sa mère. Comment expliquer la profondeur de ses problèmes sans paraître encore plus un échec à ses yeux? Il a regardé la maison où il avait grandi et s'est souvenu comment son père lui avait appris à faire du vélo sur cette même allée. Comment sa mère plantait des fleurs dans les parterres qui bordaient encore la pelouse. Comment ils s'asseyaient tous ensemble, lui, Iris, maman et papa, sur la terrasse les soirs d'été, mangeant de la glace et regardant les étoiles. Cette maison avait été autrefois son refuge, un endroit où il se sentait toujours en sécurité. Quand tout avait-il changé? Quand avait-il commencé à la voir comme une cage dont il devait s'échapper? Quand l'amour et l'attention de ses parents avaient-ils commencé à lui paraître étouffants? Guillaume a soupiré et a finalement décidé de sortir de la voiture. Il n'avait pas de clé de la maison de ses parents. Il l'avait rendue à sa mère il y a plusieurs années quand elle lui avait suggéré de passer parfois pour vérifier la maison quand son père et elle étaient absents. À l'époque, cela lui avait semblé un fardeau, une responsabilité inutile qu'il valait mieux refuser. Maintenant, il regrettait cette décision, comme tant d'autres. Il a monté les marches du perron et a sonné. Il a entendu des pas à l'intérieur et la porte s'est ouverte. Muriel se tenait sur le seuil, vêtue d'une simple robe d'intérieur et d'un cardigan. Elle avait l'air fatiguée, avec des rides plus profondes autour des yeux qu'il ne s'en souvenait et plus de cheveux gris. « Tu es en avance », a-t-elle dit au lieu de le saluer, mais elle s'est écartée pour le laisser entrer. « Oui, Guillaume a hésité. Je ne pouvais plus attendre. » Muriel a hoché la tête comme si elle comprenait. Elle l'avait toujours mieux compris qu'il ne le voulait. « Viens dans la cuisine », a-t-elle dit. « Je viens de mettre la bouilloire en marche. » Guillaume l'a suivie, se sentant étrange dans une maison qu'il avait autrefois connue comme sa poche. Peu de choses avaient changé au fil des ans. Les mêmes photographies sur les murs, les mêmes rideaux, les mêmes meubles. Mais maintenant, la maison semblait plus silencieuse, plus vide sans la voix forte de son père, sans son rire résonnant dans les pièces. Dans la cuisine, Muriel a désigné une chaise et a commencé à faire du thé. Guillaume s'est assis, tapotant nerveusement ses doigts sur la table. « Comment vas-tu » a-t-il demandé maladroitement, essayant d'engager la conversation. « Comment peut aller une veuve un mois après la mort de son mari » a répondu Muriel sans se retourner. « Je gère. » Guillaume a ressenti une pointe de culpabilité. Il aurait dû être là pour elle pendant cette période difficile, la soutenir, l'aider avec les papiers et les questions pratiques. Au lieu de cela, il n'avait même pas appelé pour savoir comment elle allait après ce jour fatidique de l'enterrement. « Je suis désolé » a-t-il dit doucement. « Pour papa, et pour ne pas être venu à l'enterrement. » Muriel s'est finalement tournée vers lui, tenant 2 tasses de thé. Elle en a placé une devant lui et s'est assise en face de lui. « Je ne t'ai pas fait venir ici pour entendre tes excuses, Guillaume, » a-t-elle dit. « Ce qui est fait est fait. Nous savons tous les deux que tu ne peux pas revenir en arrière. »« Mais je veux expliquer, » a insisté Guillaume. « Je ne pouvais pas annuler l'anniversaire de Sandrine. Nous avions dépensé tellement d'argent, invité tellement de gens. Et c'était plus important que de dire au revoir à ton père, » a terminé Muriel. « J'ai compris ça la première fois, Guillaume. Tu n'as pas besoin de le répéter. » Son calme l'a déstabilisé. Guillaume s'attendait à de la colère, des accusations, même des larmes, mais pas à cette acceptation froide, qui était pire que n'importe quelle rage. « J'ai merdé » a-t-il finalement admis. « Je le sais, et si je pouvais revenir en arrière ?»« Mais tu ne peux pas » l'interrompit Muriel. « Aucun de nous ne le peut. Alors, parlons du présent, de tes problèmes, des dettes que tu as accumulées. »
Guillaume a pris une gorgée de thé, essayant de rassembler ses pensées. Il ne s'attendait pas à ce qu'elle aille droit au but sans aucun préambule. Tu avais raison hier, a-t-il finalement dit. Je dois près de 400 000 € à divers créanciers, banques, sociétés de prêt, même à quelques collègues de travail. Et Sandrine ne le savait pas. Pas avant hier. Guillaume a secoué la tête. Maintenant, elle le sait. Et elle est partie chez ses parents. Elle a dit qu'elle avait besoin de temps pour réfléchir. Muriel a hoché la tête mais n'a pas commenté. Au lieu de cela, elle a demandé « Comment es-tu endetté à ce point, Guillaume ? Que s'est-il passé ?» Il n'était pas préparé à cette question. Bien qu'il aurait dû s'y attendre. Comment pouvait-il expliquer à sa mère que tout avait commencé par un désir d'impressionner sa femme et sa famille ? Qu'il voulait paraître plus prospère qu'il ne l'était vraiment. Que le jeu était ensuite devenu une solution rapide à ses problèmes, puis un nouveau problème qu'il ne pouvait pas gérer. « Je voulais plus que ce que je pouvais me permettre », a-t-il finalement dit. Sandrine et moi vivions au-dessus de nos moyens. Restaurants chers, vacances, vêtements de marque, et puis, quand l'argent a manqué, j'ai commencé à jouer. Je pensais pouvoir gagner rapidement de l'argent et couvrir nos dépenses, mais je me suis juste enfoncé de plus en plus. Muriel l'a regardé pendant un long moment, et Guillaume a vu non pas de la condamnation dans ses yeux, mais une profonde tristesse. Ton père a toujours dit que la vraie richesse n'est pas ce que tu peux te permettre d'acheter, mais ce que tu peux te permettre de ne pas avoir, a-t-elle finalement dit. C'est dommage que tu n'aies pas appris cette leçon. Je sais, a dit Guillaume en baissant la tête. Crois-moi, je le comprends très bien maintenant. Et que comptes-tu faire ? A demandé Muriel. À part vendre le chalet, qui n'est plus à toi. Je ne sais pas, a-t-il répondu honnêtement. C'est pour ça que je suis venu te voir. J'ai besoin d'aide, maman. Je suis désespérée. Muriel a pris une gorgée de thé, réfléchissant à ses paroles. La pluie a commencé à tomber dehors. D'abord quelques gouttes, puis plus fort, tambourinant sur le toit et créant un bruit de fond qui rendait leur conversation encore plus intime. « Je peux t'aider, Guillaume », a-t-elle finalement dit. « Mais pas de la manière que tu attends, et pas sans condition. » « Quelles conditions ?» a-t-il demandé, ressentant à la fois de l'espoir et de l'anxiété. « Premièrement, je ne changerai pas le testament », a dit Muriel fermement. « Le chalet restera à Iris et à ses enfants. Ce n'est pas négociable. » Guillaume voulait protester mais s'est retenu. Ce n'était pas le moment pour les disputes. « Deuxièmement, » a poursuivi Muriel, « je ne vais pas te donner 400 000 € comme ça. Je ne vais pas payer pour tes erreurs sans aucune garantie que tu n'en feras pas de nouvelles. » Je comprends, a hoché la tête Guillaume. Que proposes-tu ? Je peux rembourser directement une partie de tes dettes à tes créanciers. Les plus urgentes, avec les taux d'intérêt les plus élevés, environ la moitié du montant total. Tu paieras le reste toi-même, petit à petit. Mais comment ? Je n'ai pas fini, l'interrompit Muriel. En retour, tu devras voir un psychologue spécialisé dans la dépendance au jeu régulièrement et m'envoyer les reçus de tes visites. Guillaume sentit son visage rougir. Il n'avait jamais admis qu'il avait un problème de jeu, mais sa mère l'avait en quelque sorte deviné toute seule. « Comment sais-tu pour le jeu ?» a-t-il demandé. « Je ne suis pas né d'hier, Guillaume », a souri tristement Muriel. « Et j'ai vu comment ça a détruit la vie du frère de ton père. Tu te souviens de l'oncle Ralph ? Il a tout perdu. Sa maison, sa famille, son travail. Il est mort seul dans un motel miteux. Je ne laisserai pas la même chose t'arriver. » Guillaume se souvenait vaguement de l'oncle Ralph, un homme grand et bruyant qui apparaissait parfois aux réunions de famille puis cessait de venir. Son père parlait rarement de lui, et quand il le faisait, c'était avec une telle tristesse que Guillaume n'osait pas demander de détails. « D'accord, a-t-il convenu. Je verrai un psychologue. »« Et une condition de plus, » a ajouté Muriel. « Tu dois être honnête avec moi et avec Sandrine. Pas de secret. Pas de mensonges. Si tu as des problèmes, financiers ou autres, tu dois nous le dire tout de suite. Ne pas essayer de les résoudre toi-même et d'aggraver la situation. » Guillaume a hoché la tête, ressentant un étrange soulagement à ces conditions. Elles étaient strictes mais justes, et surtout, elles lui donnaient une chance de sortir du trou qu'il s'était creusé. « Merci, maman, » a-t-il dit, la voix tremblante. « Je ne sais pas comment je mérite ton aide après tout ce que j'ai fait. »« Tu es mon fils, Guillaume, » a répondu simplement Muriel. « Quoi qu'il arrive, tu seras toujours mon fils. Je peux être déçu de tes actions, je peux ne pas approuver tes décisions,
Mais je ne cesserai jamais de t'aimer. Les mots l'ont frappé comme un coup de poing dans le ventre. Simple, sincère, dépourvu de sentimentalité. Guillaume sentit les larmes lui monter aux yeux. Papa aurait dit la même chose, n'est-ce pas? Demanda-t-il d'une voix rauque. Oui, a hoché la tête Muriel. Seulement, il aurait peut-être été un peu plus doux avec ses conditions. Il a toujours été plus indulgent avec toi. Et je l'ai pris pour acquis, a secoué la tête Guillaume. Je pensais que son amour et son soutien étaient quelque chose sur quoi je pouvais toujours compter, quelque chose qui serait toujours là pour moi. Et maintenant? Et maintenant il est parti, a terminé Muriel. Et tu ne peux pas lui dire à quel point tu es désolé, à quel point tu apprécies tout ce qu'il a fait pour toi. C'est une dure leçon, Guillaume. Mais c'est peut-être exactement ce que tu avais besoin d'apprendre. Guillaume a hoché la tête en silence, ne faisant pas confiance à sa voix. Ils sont restés assis comme ça pendant un moment, écoutant la pluie tambouriner sur le toit, chacun perdu dans ses propres pensées. Tu sais, Muriel a finalement rompu le silence. Cette vieille voiture que ton père restaurait est toujours dans le garage. Il ne l'a jamais finie. La Ford Mustang de 67. S'est souvenu Guillaume. Il a travaillé dessus aussi longtemps que je me souvienne. Oui. Muriel a souri. C'était son projet à long terme. Il voulait la finir pour son 70e anniversaire pour que toi et Théo puissiez faire un tour ensemble. Il disait que ce serait un road trip d'étané sur 3 générations. Guillaume a senti quelque chose se serrer dans sa poitrine. Il ne connaissait pas les plans de son père. Il ne savait pas que Christophe avait imaginé un avenir qui l'incluait, lui, Guillaume et Théo, ensemble. Je ne peux pas finir ce travail, a poursuivi Muriel. Je ne connais rien aux voitures. Iris non plus. Et Théo est encore trop jeune pour le faire seul. Elle a regardé Guillaume avec attente, et il a compris sa demande implicite. Tu veux que je finisse la voiture? A-t-il demandé. Si tu le veux, a haussé les épaules Muriel. Ton père t'a appris tout ce qu'il savait sur la mécanique, et ce serait une bonne façon d'honorer sa mémoire. Guillaume est resté silencieux, réfléchissant à ses paroles. Restaurer une vieille voiture prendrait du temps, de la patience et des visites régulières à la maison de ses parents. Cela signifiait passer du temps avec Théo, lui apprendre ce que son père lui avait autrefois appris. Ce n'était pas seulement un projet. C'était un moyen de reconstruire les liens familiaux qu'il avait ignorés pendant si longtemps. Je le ferai, a-t-il finalement dit. Pas pour toi ou même pour papa. Pour moi, et pour Théo. Muriel a hoché la tête, et quelque chose qui ressemblait à de l'approbation a brillé dans ses yeux. Une expression que Guillaume n'avait pas vue depuis si longtemps qu'il avait presque oublié à quoi elle ressemblait. Bien, a-t-elle dit. Tu peux commencer ce week-end si tu veux. Théo vient généralement le samedi matin. Est-ce qu'il sait pour moi? A demandé Guillaume avec précaution. Pour le fait que je ne sois pas venu à l'enterrement. Pour le testament. Il sait que tu n'étais pas à l'enterrement, a répondu Muriel. Pas pour le testament. Ce ne sont pas ses affaires. Du moins, pas encore. Guillaume a hoché la tête, se sentant reconnaissant que sa mère ne monte pas Théo contre lui malgré tout ce qui s'était passé. Et Sandrine? A demandé Muriel de manière inattendue. Qu'est-ce que tu vas faire pour ton mariage? Guillaume a soupiré. C'était une question difficile à laquelle il n'avait pas de réponse claire. Je ne sais pas, a-t-il admis. Ça dépend d'elle. Si elle décide de me donner une autre chance, je ferai tout ce que je peux pour être meilleur, pour être plus honnête, plus responsable. Et non. Il a haussé les épaules. Je devrais l'accepter et passer à autre chose. Ton attitude envers elle a-t-elle changé? A demandé Muriel en le regardant attentivement. Après tout ce qui s'était passé. Guillaume y a réfléchi. Il aimait Sandrine, son intelligence, sa détermination, sa confiance en elle. Mais était-ce un amour sain ou une dépendance? Un désir d'être à la hauteur de ses attentes, de ses standards? Je ne sais pas, a-t-il répondu honnêtement. J'ai toujours pensé qu'elle était la meilleure chose qui me soit arrivée, que je ne la méritais pas. C'est peut-être pour ça que j'ai essayé si fort de créer une apparence de succès, en m'endettant, pour qu'elle soit fière de moi, pour qu'elle ne me quitte pas pour quelqu'un de plus réussi. Et maintenant je réalise qu'une relation comme ça ne peut pas être saine. Si l'amour est basé sur la peur de la perte, sur un désir d'impressionner plutôt que sur le respect et le soutien mutuel, alors ce n'est pas du vrai amour. C'est de la dépendance. Muriel a hoché la tête comme s'il avait confirmé ses propres pensées.
Ton père et moi ne nous sommes pas toujours bien entendus, a-t-elle dit de manière inattendue. Nous avons traversé des moments difficiles où nous avons failli divorcer. Tu ne t'en souviens probablement pas. Tu avais environ 16 ans. Mais nous avons réussi à faire fonctionner les choses parce que notre mariage était basé sur le respect mutuel. Nous nous voyons comme des partenaires égaux, pas comme un piédestal à gravir ou une ancre pour nous tirer vers le bas. Guillaume se souvenait vaguement de cette période. Son père avait temporairement déménagé. Sa mère était constamment tendue et l'atmosphère à la maison était oppressante. Mais il était tellement préoccupé par ses problèmes d'adolescent qu'il n'y avait pas beaucoup réfléchi. Et puis les choses se sont en quelque sorte arrangées. Ses parents se sont remis ensemble et la vie a continué. Je ne savais pas que vous aviez eu des problèmes aussi sérieux, a-t-il dit. Nous ne voulions pas vous accabler, toi et Iris, a expliqué Muriel. Mais maintenant, je pense que c'était peut-être une erreur. Peut-être que si vous aviez vu que même les relations les plus solides ont des difficultés, que l'amour n'est pas seulement de la joie mais aussi du travail, vous auriez été mieux préparé à la vie d'adulte. Guillaume est resté silencieux, réfléchissant à ses paroles. Peut-être qu'elle avait raison. Peut-être qu'il avait toujours idéalisé la relation de ses parents, la voyant comme une norme inatteignable dans la vie réelle, et n'avait donc jamais même essayé de construire quelque chose de similaire dans son propre mariage. Que aurais-tu fait à ma place ? A-t-il demandé soudainement. Avec Sandrine ? Avec notre mariage ? Muriel a réfléchi un instant, faisant tourner une tasse vide dans ses mains. J'aurais été honnête, a-t-elle finalement dit. Avec elle et avec moi-même. Je me serais demandé si j'aime vraiment cet homme tel qu'il est, pas tel que je veux qu'il soit. Et je demanderais si elle m'aime de la même manière. Si la réponse aux deux questions est oui, alors ça vaut la peine de se battre pour la relation. Sinon, il vaut parfois mieux laisser tomber que de s'accrocher à quelque chose qui cause de la douleur. Guillaume a hoché la tête, sentant que ces mots avaient touché quelque chose de profond en lui. C'était peut-être la conversation dont il avait eu besoin toutes ces années. Directe, honnête, sans enjolivement ni consolation. Merci, maman, a-t-il dit. Pour tout. Pour ne pas m'avoir tourné le dos malgré toutes mes erreurs. Je ne te tournerai jamais le dos, Guillaume, a dit. Muriel doucement. Mais je ne cautionnerai pas tes faiblesses ni n'excuserai tes mauvaises décisions. Je serai là pour t'aider à te relever quand tu tomberas, mais pas pour te porter. Il a souri, reconnaissant sa mère dans ses mots, directs, honnêtes, aimant à sa manière sans sentimentalité inutile. Je comprends, a-t-il dit. Et j'apprécie cela plus que tu ne l'imagines. Ils ont parlé longtemps ce jour-là, du passé, de l'avenir, de Christophe, de Théo et de Manon, même de Sandrine. Et bien que de nombreuses questions soient restées sans réponse, Guillaume a senti que quelque chose avait changé entre eux. C'était comme si le mur qu'il avait construit au fil des ans s'effritait lentement. Quand il est parti, la pluie s'était arrêtée et les premiers rayons de soleil perçaient à travers les nuages. Muriel l'a raccompagné à la porte. « Viens samedi », a-t-elle dit. « Théo sera content de te voir. Il demande toujours après son oncle Guillaume. » Vraiment. Guillaume était surpris. Même après que j'ai manqué l'enterrement. Les enfants sont plus indulgents que les adultes, a haussé les épaules Muriel. Et plus sages parfois. Théo a dit que peut-être tu avais juste trop peur de dire au revoir à ton grand-père parce que tu l'aimais trop. Guillaume a senti une boule lui monter dans la gorge. Peut-être y avait-il plus de vérité dans les paroles de son neveu qu'il n'était prêt à l'admettre, même à lui-même. « Je viendrai », a-t-il promis. 9 heures du matin comme d'habitude. Comme d'habitude, a hoché la tête Muriel. Et quelque chose comme de l'espoir a brillé dans ses yeux. « À bientôt, mon fils. »« À bientôt, maman », a répondu Guillaume et il est descendu du perron. En montant dans la voiture, il s'est retourné et a vu que Muriel était toujours sur le seuil, le regardant. Elle a levé la main en un geste d'adieu, et il a répondu de la même manière. C'était un petit geste, mais il contenait une promesse, la promesse de nouvelles rencontres, de nouvelles conversations, peut-être même d'un nouveau départ. Le trajet du retour semblait plus court que d'habitude. Guillaume pensait à la conversation à venir avec Sandrine, à ce qu'il lui dirait, comment il expliquerait ses sentiments, ses doutes, ses espoirs. Il ne savait pas comment la conversation se terminerait. Mais pour la première fois depuis longtemps, il se sentait prêt à affronter les conséquences de ses décisions, sans fuir ni se tromper lui-même. Et samedi, il avait rendez-vous avec Théo et la vieille Ford Mustang dans le garage. Un projet que son père n'avait pas eu le temps de finir avant de mourir, mais qui était maintenant devenu un fil reliant 3 générations de Lambert.
Peut-être qu'en travaillant sur cette voiture, Guillaume serait capable de reconstruire ce qui avait été détruit dans sa famille. La confiance, le respect, l'amour. Ce n'était pas la fin du chemin, mais seulement le début. Le début d'un processus de guérison difficile mais nécessaire, non seulement de ses relations avec sa mère, Sandrine et lui-même, mais aussi de ses souvenirs de son père, qu'il n'avait jamais accompagné dans son dernier voyage, mais dont il devait maintenant préserver l'héritage. Et bien que le testament soit resté inchangé, que le chalet soit allé à Iris et à ses enfants, et que Guillaume n'ait reçu qu'une petite part de l'héritage, il commençait à comprendre que le véritable héritage de Christophe Lambert n'était pas dans les biens matériels, mais dans les leçons de vie, d'amour et de responsabilité qu'il avait essayé de transmettre à ses enfants. Des leçons que Guillaume ne commençait que maintenant à vraiment apprécier.